Un mot très rapide, tout simplement pour vous souhaiter la bienvenue à l'Institut français du Congo. Nous sommes très heureux d'accueillir cet hommage à Georges Balandier, à l'initiative donc de l'ambassade de France et de géopolitique africaine, de l'universitaire Marianne Gouabi, en la personne notamment de Monsieur le ministre Henri Ossébi. Et nous espérons que ces travaux se dérouleront bien et que vous allez passer d'excellents moments en notre compagnie. Quand même faire, vous faites cet effort de venir ici, parler aux plus jeunes, à tout le monde et ainsi de suite. Quels sont justement les points de repère que vous pouvez donner à la jeunesse que nous sommes, c'est vrai que je suis peut-être plus jeune, pour que nous puissions réussir à comprendre ce qui s'est passé, pour que les gens n'aient pas envie de nous montrer tout ce que vous nous apprenez aujourd'hui. Avoir aussi comme autre chose. Le savoir, c'est pas seulement un truc pour avoir un métier ou commander je ne sais quelle fourmi, ou avoir je ne sais pas quel tel privilège. C'est aussi pour avoir une certaine identité, je pense. Vous l'avez dit, donc je suggère, c'est pas les 10 commandements. Je dis simplement que sinon vous risquez de finir dépressif. Georges Balandier, et il se trouve que ses premiers travaux de sociologie concernent précisément votre pays. Donc, c'est important lorsque dans un même pays, 2 ou 3 générations n'ont jamais échangé sur leur propre histoire. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Bon. Donc j'ai dit à la jeunesse, qu'en matière culturelle, nous aussi on peut prendre des initiatives sans l'État, sans nos régions, sans nos institutions, quitte à ce qu'on nous donne le coup de main plus tard. Nul lieu, en effet, n'était plus approprié que Brazzaville pour rendre hommage à la contribution décisive de Georges Balandier à l'analyse anthropologique de l'Afrique. Je voudrais vous annoncer solennellement, distingués invités, que le conseil départemental et municipal de la commune de Brazzaville adoptera en sa prochaine session administrative au mois de mai une délibération portant dénomination d'une avenue dans notre agglomération au nom du professeur émérite Georges Balandier. Et nous voici ici, ensemble, réunis dans un partenariat exemplaire et par les mêmes autorités institutionnelles à propos de Georges Balandier, autour de Georges Balandier, pour Georges Balandier et sans doute aussi avec Georges Balandier. En souhaitant un bon séjour en terre africaine de Brazzaville, à nos illustres hôtes et plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le colloque international en hommage au professeur Georges Léon Émile Balandier. Merci pour votre aimable attention. Pouvoir commencer dès maintenant avec nos 2 intervenants de cette matinée et avec Julien Bambi qui sera discutant tout à l'heure. Généralement, on dit, ouais, derrière tous les grands hommes se cache une femme. Là, c'est une bêtise. Derrière ce grand homme-là se cachent des grands hommes. Donc, je vais vous raconter ce que c'est que les grands hommes pour Balandier, à l'occasion des funérailles de quelqu'un qu'on appelle Yves Persson.
Bon, c'est connu chez les anciens Grecs, hein, pas seulement chez nous en Afrique, qu'on ne finit par connaître quelqu'un que lorsque cette personne est morte, qu'elle a fini son cycle de vie. À ce moment-là, on peut en parler. Donc, moi, j'ai grandi dans les pieds de ces gens-là sans jamais savoir que j'étais avec des gens qui ont changé l'écriture de l'Afrique. Je l'ai su que très tard, à des funérailles. Les premières funérailles, c'est celle d'un monsieur qui s'appelle Yves Persson, qui a été breton, qui a été un des premiers administrateurs coloniaux de la France après-guerre, après les années 46, dans ce qui s'appelait alors à l'époque le Soudan français, c'est-à-dire le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée. Ce Yves Persson-là va rencontrer M. Ballandier sur la veille des années 60, lorsque Ballandier décide de transporter le centre d'études africaines qu'il avait fabriqué à la 6e section. La 6e section, ce qu'on appelle la 6e section en France, à l'EPHE, est tout simplement l'école qui a été créée en deuxième temps. L'EPHE, c'est Marcel Mauss lui-même qui crée l'EPHE. Et l'EHESS est une section qui va être ouverte par Lévi-Strauss. Et dans cette section-là, monsieur dont on s'occupe ici, Ballandier, va créer à l'intérieur de l'EHESS en 1955, parce que toutes les études qui concernaient le monde non français, le monde non européen, se faisaient à l'EPHE. Lorsqu'après-guerre, on commence à se spécialiser sur certains domaines de l'Empire, l'EHESS va prendre son autonomie et avoir le statut que vous connaissez aujourd'hui. À l'intérieur de ce mouvement-là, quelqu'un va créer dans les dents un centre d'études africaines, il s'appelle Georges Ballandier. Sauf qu'il ne va pas échapper, Georges Ballandier n'est pas historien, mesdames, messieurs. Que ce soit clair entre nous. Georges Ballandier est sociologue, il est anthropologue, il est ethnologue. Alors, comment fait-il pour entreprendre l'enseignement de l'histoire dans son camp? Quelques noms. Peut-être que ça va rappeler quelque chose à mes collègues ici. Monsieur Hubert Deschamps, n'est-ce pas? Monsieur Robert Moni, n'est-ce pas? Robert Moni étant spécialement plus un antiquisant à signaler. Et puis, bien sûr, celui qui les a choisis, c'est monsieur Ballandier lui-même. On est en 1955, et à ce moment-là, Ballandier a un projet qu'il appelle pour une histoire africaine de l'Afrique. Alors, ça peut faire rire. Donc, aujourd'hui, on trouve ça un peu ridicule de dire qu'on va faire une histoire africaine de l'Afrique. Souvenez-vous, on ne va pas le répéter tout le temps, c'est que jusque dans ces années-là, ceux qui nous ont en quelque sorte mis en esclavage, qui nous ont mis sous domination, ceux-là racontaient qu'on n'avait pas d'histoire. Pourquoi? Qu'on était une société immobile, qu'on était une société fixiste, qu'on était une société de répétition, comme dirait Ballandier. Donc ce qui commence, c'est que Ballandier va rencontrer M. Yves Persson en Sorbonne, et lorsque Ballandier quitte la Sorbonne pour aller installer l'EHESS boulevard Raspail, il ne sera plus à la Sorbonne, il rencontre ce monsieur qui rentrait d'Afrique, et avec tous les deux, ils vont évoquer ce projet de faire ce que on appelle une histoire africaine de l'Afrique. Alors, comment on peut dire une histoire africaine de l'Afrique? Songez, l'école africaine de tout début raconte donc des sociétés qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de mouvement, qui sont fixées. Bien, lorsque on comprend cela, on peut s'imaginer que c'est vrai que c'est une bêtise. Qu'est-ce qu'on propose à la place? Monsieur Ballandier s'en a expliqué aux funérailles de Yves Persson. Il appelle ça pour une histoire globale et totale. Globale, pourquoi? Parce que les historiens, sociologues de l'Afrique, quand ils vont rentrer après-guerre, qui commencent leur vie en Europe, comprennent finalement qu'il y a une analogie à faire entre toutes les minorités impériales, que ce soit religieuses, politiques, linguistiques, et le sort que la France a fait à l'Afrique. De telle sorte que la plupart des gens, hommes ou femmes, qui vont travailler sur l'histoire africaine après les indépendances, sont à peu près les mêmes personnes qui ont pensé le statut, les fonctions des minorités dans les empires. Donc c'est ça un peu la méthodologie. On va donc juste rappeler ici ces 2-3 créations qu'on a faites hier. Pour l'histoire totale et globale, M. Yves Persson va faire une thèse monumentale qu'on appelle Samori Touré. J'espère que tout le monde ici se souvient qui était Samori. C'est le dernier grand empire vivant africain que les Français ont détruit. Et ce travail sur Samori lui a pris 10 ans, interprété à peu près 870 griots, 15 ou 20 administrateurs coloniaux, et à peu près tout ce qui compte dans ces années-là,
de l'École nationale de la France d'outre-mer, du Musée de l'Homme, de la Sorbonne et des langues orientales. Ce sont à peu près les institutions qui fabriquaient les africanistes au moment-là. Notre époque annuelle a changé. La plupart des africanistes actuels, comme moi, ou monsieur qui viennent plutôt de la philosophie, et comme la philosophie est un peu trop transversale, on se donne une spécialité qui est généralement celle de l'histoire de l'anthropologie. Donc, on va avoir deux institutions. La première, en 1955, on appelle le Centre d'études africaines, qui existe toujours, qui est donc à l'EHESS. C'est là-dedans qu'a travaillé un certain Bokolo, peut-être si ce nom vous dit quelque chose ici, qui est déjà retraité. Et puis, parallèlement, à partir de 1962, à la Sorbonne, un centre de recherche africaine qui a élevé votre petit serviteur. Et ces deux centres-là, qui ont commencé sous le même toit, vont déménager. Et alors, je vous parle, sont à nouveau sur le même toit. Donc, cette histoire que sort Balandier aux funérailles donc de M. Yves Persson, est un texte que je n'ai pas sous les yeux ici, mais que vous pouvez retrouver assez facilement, où il explique justement que c'est ce qu'est une histoire globale et totale. J'ai commencé par dire c'est quoi une histoire globale? Globale au sens anglais, hein, comme on dit de nos jours aujourd'hui, une histoire mondiale. Pourquoi l'analogie des minorités, des sociétés dominées? Souvenez-vous des fameux thèmes de Balandier. Un des plus connus, on l'a cité ici hier, c'est la situation coloniale. Le fait de vivre dans une société dominée par autrui. Cette situation coloniale-là va devenir la première mission que se donne Balandier pour s'affranchir des paradigmes d'avant. Donc cette tâche, dans son école, va revenir à M. Roland Collin, qui est encore vivant. Collin est vivant. À Claude Perceau, qui est encore vivante. Et puis, à M. Hubert Duchamp, M. Braunschweig, M. Robert Monu, qui nous ont quittés. Donc, moi, quand j'arrive moi là en Sorbonne, j'avais quitté mes études d'économie et de mathématiques, j'arrive en Sorbonne en 75-76 et commence en fait la deuxième, troisième génération des élèves de Yves Persson. Je ne savais pas où j'étais. Je ne savais pas que j'étais dans la scène primitive. Je ne savais pas que j'étais enseigné par les gens qui ont réécrit l'histoire africaine à peu près depuis la fin de l'Empire. Donc ces gens-là, ils sont 4 ou 5 de ceux qui m'ont enseigné. Il y a une dame qui s'appelle Liliane de Rognan. Tous les noms français IAN, ça veut dire arménienne. Que ce soit important. Il y a Liliane de Rognan, on a Charles Becker, qui est plutôt un Alsacien, qui vit à Dakar, Marianne sénégalaise. On a Claude-Hélène Perrault, qui est spécialiste du monde Dakar. Puis on a Roland Collin, qui lui est spécialiste du monde du Mali. Cette histoire-là qu'on appelle histoire globale et totale, s'est arc-boutée sur le travail de thèse de M. Persson, qui s'appelle Samori Touré. 3 tomes en 2, ça nous fait 6 ou 8. Et dernièrement, pendant ces funérailles, on en a complété, on a fait un atlas. C'est le premier atlas qui vous remonte l'itinéraire spatial construit par Samori Touré tout le long de son règne, formation de l'Empire Dioula, et la naissance de la culture qu'on appelle aujourd'hui Dioula ou Bamana. C'est-à-dire la langue Bamana qu'on parle en ville. Donc aujourd'hui, depuis le Sénégal, le sud du Sénégal, jusqu'aux limites du Togo et du Ghana, on parle une langue qu'on appelle Dioula. On parle d'un Dioula dans les textes écrits, on parle d'un Dioula dans la ville, on parle d'un Dioula que vous entendez trop souvent quand vous écoutez la musique de Salif Keita ou bien d'Alpha Blondy. Sociologie des Brazzaville noire, en réalité, comme chacun le sait, Coppens l'a rappelé, il a écrit, le livre est là, et la formulation éditoriale de la thèse complémentaire de Georges Balandier et s'intitulait à l'époque « Évolution et problème d'évoluer dans les centres urbains de Brazzaville ». 2 points, sociologie des Brazzaville noirs. C'est le gouverneur général Bernard Cornu-Gentil qui, ami de Balandier, en tout cas le tenant en affection, à l'arrivée de Georges Balandier ici, à l'Institut d'études centrafricaines, avec Gilles Sauter, Ozer, Marcel Soré et autres, mais sur instruction de la tutelle, c'est-à-dire du Quai d'Orsay, de l'Élysée et tout, commande à Georges Balandier et à Pauvert, un de ses collègues de l'époque, de s'intéresser à ce qui se passe dans la tête des Africains noirs dans leur quartier. Le contexte est un contexte chargé. Le CFCO est là, mais il y a eu Bandung, conférence des pays non alignés. Il y a la montée des luttes nationalistes en Asie, qui vont culminer en 1956 avec Dien Bien Phu.
Il y a 54, le démarrage du maquis algérien qui conduira jusqu'en 62 à l'indépendance de l'Algérie. Et il y a chez nous la mise en place progressive des instruments d'une certaine distanciation progressive des pays colonisés d'avec leur tutelle. La loi cadre est en élaboration. Des gouverneurs éclairés comme Félix Eboué, Bayardel et autres vont donc être attentifs à tout ce qui se passe. Je parle là sous l'autorité des historiens, ils me regardent les uns des autres, ce n'est pas ma matière, mais il faut replacer les choses dans ce contexte-là. Et donc, à la commande coloniale, des sociologues, des ethnologues, des géographes sont envoyés sur le terrain pour venir enquêter auprès de nos aînés pour se dire qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Comment vivent-ils leur quotidien, eux qui sortent de la brousse, Afrique éternelle, et qui se retrouvent confrontés à des choses comme ça? Et donc, avant ce texte, Georges Balandier avait déjà produit, en 1947, dans la revue Présence africaine, dont il a été l'un des fondateurs, avec Alioune Diop, ça a été rappelé, un texte qui s'appelait « Le noir est un homme comme les autres ». Le noir est un homme comme les autres. Ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident à l'époque. Donc c'était une prise de risque, et ça sort dans un numéro de Présence africaine, sous l'autorité d'Alioune Diop. Et ça montrait déjà qu'à l'époque, le jeune Balandier, dakarois, avant d'être guinéen, avant de devenir brazzavillois, avait déjà pris une position vis-à-vis de ce qu'on lui demandait d'accompagner, d'éclairer et de gérer. Quand il arrive à Brazzaville, après être passé par la Mauritanie, la Guinée, il rencontre Keïta, l'un des grands syndicalistes de la suite. Il arrive à Brazzaville et il est à l'IEC et on lui demande de faire ce travail. Il rentre donc de plein pied avec des géographes, avec des démographes, avec des pour aller étudier chez les évolués. Vous voyez bien le mot les évolués, c'est-à-dire qu'on était sauvages et petit à petit on évolue. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de progression ontologique dans la condition de l'humain. On est assimilé à des singes, on est des gens sans écriture, sans culture, sans français, sans ceci. Et maintenant, on sait porter beau, on sait parler, on sait danser. Mais quand ces gens-là qui savent et qui assimilent aussi visiblement ces choses vont tout comprendre, qu'est-ce qui va se passer? Voilà l'interrogation. Alors là, on a le choix de dire c'est des gens de peu, c'est des gens de rien, c'est des gens d'en bas. Ou alors on dit, attention, quelque chose se passe chez ces gens qui peut ressembler à de la ruse. Une capacité de te donner l'impression qu'ils ont tout compris, assimilé de toi, qu'ils ne sont rien. On leur apporte tout. C'est donc le bon sauvage qu'il faut préserver. On est dans les problématiques lévi-straussiennes, les Nambikwara. Ou au contraire, ces gens-là, faisons attention à ce qu'ils apprennent. Quand ils auront assimilé, on ne sait pas trop, parce que leur langue là, c'est pas trop clair. Ils ont des cultes là bizarres, le bouiti, le fang, des machins, les danses, le kitemo. Peut-être que là-dedans, ils sont en train de nous ensorceler. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà, ça donne les messianismes, des choses comme ça. Donc, la ruse, l'escapisme, la capacité d'absorber, de ne rien montrer, de ne dire que oui, moi, il y en a chef, moi, merci chef, et ainsi de suite. Attention. Mais dans tout cela, Balandier a des pages admirables. Regardez, écoutez-moi ça. Le vêtement, nous sommes dans la capitale de la SAP, soi-disant. Le vêtement a une importance sociale et impose un effort de recherche. Il a de même une signification sociale en apparaissant d'une certaine manière comme un langage. Gandoulou. Et tel détail, le stylo apparent ou les lunettes noires a un sens précis. Manifester la possession d'un certain savoir ou l'adhésion à un certain style de vie, etc., qui échappe presque totalement à l'observateur européen. Nous sommes en 1955. Aujourd'hui, j'attends. On fonctionne et on se dit, je suis l'Européen, c'est nous les premiers qui avons rencontré. Donc, quelque part, même le débat sur la filiation, l'appropriation, l'héritage est contesté entre nous, Congolais, pour dire, nous, on était les premiers. Vilchibam.
Les Bakongo, les premiers, l'ancêtre de la SAP, ça a été André Matsoa, etc., etc. Donc, cette appropriation polémique du regard de l'autre nous poursuit jusqu'à ce jour. Et nous conduit à des choses extraordinaires dans la politique. Je continue. Le ridicule n'existe selon ce dernier qu'en raison, et là il s'adresse à qui? À l'Européen. Le ridicule n'existe selon ce dernier qu'en raison du décalage entre l'utilité qu'il conçoit quant à ces objets et la fonction que leur attribue d'abord, souligné par Balandier, le citadin noir. Deuxième exemple. Il est un autre usage qui paraît difficile à interpréter justement, celui de couvrir, entre guillemets, les noms personnels réels par des noms qui nous sont empruntés. Lorsque fut créé à Poto-Poto le service d'identification, qui avait pour but d'enregistrer la totalité des habitants et de leur établir une carte d'identité, les fonctionnaires européens furent étonnés par la nature des noms que certaines personnes désiraient faire enregistrer. 55. Grâce au concours des employés de service, il fut possible de réaliser un relevé complet de ces noms. Les uns sont ceux d'hommes célèbres, des écrivains notamment. Et il y a là un choix qui rappelle celui fait à Bakongo pour différencier les rues, n'est-ce pas Jean-Pierre? Racine, de La Fontaine, de Balzac, Hugo, Beaumarchais, Baudelaire, Corneille, de Musset, Daudet, Lavis, auquel il faut qu'on vient d'ajouter. Alors ça devient plus compliqué. De Montgolfier, Rubens, Fragonard. Accident de la personne qui s'inscrivent d'ailleurs dans un contexte culturel occidental. Un jeune homme veut attirer l'attention sur le fait de son adhésion au catholicisme et désire se faire appeler Année Sainte. En exprimant les mêmes intentions, citant le nom de Jean de Dieu. Il y en a combien dans la ville aujourd'hui des gens de Dieu? Un autre, s'efforçant de maintenir le prestige que lui a valu un séjour à Paris, souhaite être nommé Maubert. Ayant d'ailleurs réalisé un travail de transposition sur son propre nom, de Mbadi, il passe à Paris, encore trop proche de son nom typiquement Bakongo, puis à Maubert. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est là dans le bouquin, les enfants. On est arrivé à l'issue de ce colloque, déjà terminé. Déjà. C'était hier matin que tout commençait. Et en 48 heures, par la densité des échanges, aussi par le bon travail de préparation auquel nous étions attelés. Et je tiens en ces lieux, parce que je suis, comme on dit, la puissance invitante, à titre de territoire, à remercier tout particulièrement l'équipe de l'Institut français au Congo et auprès de moi Richard Moutui qui jour après jour a tissé, entretenu les contacts, qui avec Henri Ossébi, qui auprès de Blaise, pour faire en sorte que pour ce qui était de l'apport français à ce colloque, tout soit fait dans les règles de l'art, et je crois que tel a été le cas.